Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Il est aujourd'hui il est minuit, voilà. Il est aujourd'hui le mardi 30 décembre 2025, le dernier mardi de 2025 pour notre direct. Il est exactement minuit 4 minutes ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago. Comme nous le disons toujours, laissez-nous commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. Voilà. Il y a les gens sur YouTube qui disent que nous prenons beaucoup de temps avant d'introduire, qu'ils comprennent que nous passons sur Facebook et tout ce que nous faisons, nous téléchargeons la même vidéo que nous mettons sur YouTube. Et quand nous sommes sur Facebook, nous devons partager, nous devons envoyer, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai oublié mon deuxième téléphone. On ne va pas partager. Je vais partager dès que j'aurai fini, à moins que ceux qui sont connectés, qui nous aident à le faire. Merci, je disais à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Merci à Dieu qui permet à ce que nous et vous, nous puissions chaque fois nous voir. Il est déjà mardi aujourd'hui. Et de quoi nous allons parler? Nous parlerons de Minnesota. Il y a beaucoup de choses qui se passent, je crois que vous connaissez. Nous postons ça chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on va terminer par ce sujet-là. Nous parlerons des mesures qui sont entrées en vigueur le 26, le vendredi passé, par rapport à l'aéroport et les gens qui ont la green card. Nous parlerons aussi d'une église ici à Mahomet qui vient de fermer. Hier, ils ont fermé. Pourquoi ils ont fermé? Nous parlerons de ça. Nous parlerons d'une babysitter qui a giflé à mort un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis nous finirons par parler du problème que le Royaume-Uni ont imposé à la République démocratique du Congo. Donc c'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Voilà, donc je disais que nous allons commencer par la babysitter. Là, nous sommes à Indiana. Nous sommes à Indiana où une dame est appelée, qu'on appelle babysitter. On l'avait appelée pour rester avec un enfant de 7 mois à la maison. Les parents sont partis à 6h30 et ils sont rentrés aux alentours de 19h. Et plutôt de 17h30, je m'excuse. 17h30. Ici, nous sommes à Indiana, dans l'état juste ici à côté de chez nous. Et la dame qui devait babysit ces jours-là, elle avait 27 ans. Elle s'appelle Emily Duran. Emily Duran a le babysitter qui s'appelle Daycare Duran. Et quand les parents sont revenus prendre l'enfant, ils ont remarqué que l'enfant avait des rougeurs à la figure. Ils appellent Emily pour dire que non, mais l'enfant a des rougeurs, ainsi de suite. Emily parlera au téléphone que non, l'enfant était tombé. Alors le parent a enregistré Emily pour dire, mais comment l'enfant est tombé quand nous sommes venus? Tu ne nous as pas dit ça. Et les parents ont vu suspect, ils sont partis à l'hôpital. Et l'hôpital n'a pas démontré que l'enfant était tombé. Alors les parents ont porté plainte. Et quand on a questionné Emily, elle a fini par avouer qu'elle avait donné une vraie gifle à cet enfant-là de 7 mois. Vraie gifle ici, à la figure. Et malheureusement, à l'hôpital, on a découvert que le choc que l'enfant a reçu à la tête, ça l'a créé une hémorragie cérébrale. Et au niveau du cerveau, l'hôpital a retrouvé le sang. Alors, la police a continué à questionner la dame. C'est là qu'elle a avoué, elle a donné une gifle et puis elle a soutenu par l'autre comme ça. Elle soutient une main comme ça et puis donnait une vraie baffle de gifle à la tête de l'enfant, mais qui malheureusement a dérangé son cerveau. L'enfant était admis à l'hôpital, mais ils ne savent pas si peut-être à son évolution, il pourra avoir des problèmes de santé ou le problème cérébral
simplement parce que le parent était parti le laisser au daycare, le petit garçon de 7 mois, je parle bien de mois, je ne parle pas d'années, le petit garçon de 7 mois aujourd'hui qui a reçu une bonne gifle. Voilà. Donc, si je parle de ces sujets, c'est pour nous tirer attention à nous, le parent. À 7 mois, c'est vrai que l'enfant est encore enfant et les parents doivent aller travailler ainsi de suite. Mais le conseil que nous donnons souvent, même s'il faut amener les gens ou les enfants au daycare, il faut voir à quel âge. Parce que voilà qu'un enfant aujourd'hui qui est un innocent, il a reçu une bonne gifle. C'est vrai que la dame là, elle est à la police, on l'a arrêtée, mais elle passera peut-être quelques années ou beaucoup d'années dans la prison, mais elle finira par sortir. Et cet enfant, si jamais il reprenait, ça veut dire que son cerveau est touché pour le moment. Est-ce que ça dit que son cerveau évoluera normalement ou pas? Et l'enfant risquerait d'avoir des déformations simplement ou peut-être encore perdre sa vie à cause d'une gifle qu'il a reçue de la dame qui était censée prendre soin de lui. Donc, parents, c'est juste ici, encore une fois de plus, une occasion de nous réveiller. Nous laissons les gens, les enfants au daycare. C'est vrai, je ne suis pas contre les daycare, mais je dis simplement que même si nous les laissons au daycare, nous devons aussi faire très attention. Contrôlez vos enfants, contrôlez leur corps, qui sont partis comment, ils sont rentrés comment. Et si les enfants, vous aussi les gens du daycare, si on vous laisse les enfants, vous devenez parents de cet enfant en ce moment-là. Quelle est la faute qu'un enfant de 7 mois pourra faire pour mériter une gifle? Parce que la dame là, Émilie, a dit qu'elle a giflé l'enfant plus que même comme on giflait l'adulte. Et là, ça devait être une très bonne gifle. Et qui cause maintenant un problème au cerveau de l'enfant. Elle est arrêtée, je crois même qu'elle ne pourra plus jamais babysit. On attend son procès, on viendra encore vous le dire. Ce n'est pas une Congolaise, mais nous le disons parce que nous laissons aussi nos enfants au daycare. Il y a aussi des fois que les gens des daycare sont débordés peut-être par la présence des enfants. Des fois, ils ne font pas ce qu'il doit être fait, ce qui doit être fait. Vous vous rappelez, dernièrement ici, il y avait aussi une dame qui avait puni un enfant qu'il avait mis au coin, couvert la couverture, et cet enfant est mort là. Les parents sont venus, oh il dort, oh l'enfant ne dormait pas, l'enfant est mort au daycare. Donc je disais, parents, c'est vrai que nous sommes occupés, nous devons laisser les enfants au daycare, ainsi de suite, mais faisons attention, sachant à quel daycare nous amenons les enfants, et surtout les enfants qui ne savent pas parler, et les enfants qui ont des problèmes de langage. On peut le faire n'importe quoi là-bas. On peut le faire n'importe quoi. Donc, regardez bien le corps de vos enfants, regardez les signes. Heureusement que les parents ont remarqué, ils ont remarqué des traces. Mais s'ils n'avaient pas remarqué, la dame là devait jamais dire ça, devait jamais dire ça. Voilà, donc c'était juste là. Et puis, il ne faut jamais faire du mal aux enfants, parce que ce ne sont que des enfants. Pourquoi aller gifler? Et elle a même dit qu'elle a giflé plus que même comme on gifle un adulte. Ça, c'est n'importe quoi, vraiment. Voilà. Parlons maintenant d'une église. Nous sommes ici à Mahomet. À Mahomet, je voudrais aussi profiter pour dire le pasteur ou les églises qui cherchent un endroit. Peut-être vous pouvez parler avec cette église-là qui vient de fermer à Mahomet. Ils ont leur dernier service, leur dernier culte, c'était hier. Ils ont célébré leur dernier culte. Et avant ça, toutes les 2 semaines passées ici, ils donnaient des histoires gratuitement, les histoires de l'intérieur de l'église, et ils ont fait un garage sale pour liquider ce qu'ils avaient. C'est une église méthodiste unie qui s'appelle Shiloh, qui est à Mahomet, et l'adresse c'est 352 CR 2700 North Mahomet, Illinois. Donc je reprends, 352 CR 2700 North Mahomet, Illinois, et l'église s'appelle Église méthodiste unie Chiloé, qui était fondée en 1852. 1852, mais l'église ferme hier. Et il y a de ces pays où l'église naît, mais ici, l'église ferme. Pourquoi cette église a fermé? Ils ont dit en 1852, quand ils ont ouvert ça, les années là après tout ça, ça fait plus de 172 ans. Les années d'après, ils avaient dans l'église, les fidèles, il y avait plus de une centaine de fidèles qui venaient régulièrement à l'église. Mais à un moment donné, la pente a commencé à descendre.
Et si vous remarquez bien, l'église des autochtones, hein, surtout la race qui est l'autre, il y a comme un vide. Il y a les enfants et il y a les vieux. Et les enfants, c'est parce que les parents viennent encore avec eux. Les jeunes, c'est difficile de les voir à l'église. C'est très difficile. Mais maintenant, l'église ici qui vient de fermer, qui a eu leur dernier service hier, c'était des moments d'émotion, tout ça. Ils ont fermé pourquoi? Je ne dis pas que c'est une église congolaise. Je parle de ça parce que nous avons aussi des églises que nous fréquentons. Les gens qui venaient, après, ils ont fait très longtemps. Il n'y avait que 5 personnes ou 8 personnes qui allaient à l'église. Rien que 5 ou 8. Mahomet, c'est la ville qui est juste à côté ici de chez nous. Il y a beaucoup de gens là-bas. Mais ils n'étaient pas capables d'avoir d'autres fidèles. Et l'église aujourd'hui ferme. C'est pourquoi je voulais parler de ça pour dire quoi? Le pasteur que nous avons, le prêtre, les diacres, tous ceux qui sont serviteurs, faites un effort pour que les fidèles gardent leur foi. C'est une grande église qui est là. D'ailleurs, je disais ici tout à l'heure, j'ai donné l'adresse aussi. Peut-être qu'il y a des pasteurs qui cherchent les endroits. C'est vrai que Mahomet, c'est 15 minutes de Champagne, mais c'est juste à côté ici. S'il y a des pasteurs qui cherchent les endroits, vous pouvez parler avec eux. Vous pouvez parler avec eux, peut-être pour voir, parce qu'ils ont dit, les histoires de l'église, ils ont commencé par donner, et puis d'autres, ils ont fait des ventes aux enchères, ils ont fait des garages seuls. Et ce qui reste, c'est leur collège d'église méthodiste qui va décider de qu'est-ce qu'il faut faire avec les histoires qui restent. Et puis l'église, même aux informations, ils ont dit, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire avec l'église. Peut-être qu'ils peuvent faire louer, ou peut-être encore, ils peuvent dire que non, restez là-bas, mais du fois seulement que vous puissiez entretenir notre église. C'est une grande église de Briquet. Donc, s'il y a des pasteurs ici à Champagne qui cherchent un endroit à louer, ou peut-être que vous pouvez parler avec eux autrement, ils peuvent vous dire, non, prenez ça, et puis gardez seulement l'église, parce que l'église est fermée, il n'y a pas de gens là-bas. Vous vous rendez compte que l'église ne faisait qu'à 5 personnes comme ça. Pendant très longtemps, ils ont dit qu'ils n'ont pas pu. Et puis l'église a des charges. Vous voyez, quand on dit des charges, il faut payer les courants, il faut payer les ceci, les pasteurs même, on les paye. Donc, 5 familles, ils étaient d'abord 8, et puis 3 ne venaient plus, ils sont restés à 5. 5 personnes, même pas 5 familles. Alors, ils étaient obligés de fermer hier. Et les 5 personnes qui partaient là-bas, c'était des vieux. Il n'y avait pas de jeunes. Donc, j'ai souligné ça pour 2 choses. Dire à nos pasteurs de bien vouloir aider les gens, que les gens ne trouvent pas raison pour ne pas aller à l'église. C'est vrai qu'ici, les gens de l'autre race, ils n'aiment pas trop prier. Mais il y en a aussi, quand ils prient réellement. Et quand ils ne veulent pas prier, ils ne prient pas. Ils ne sont pas hypocrites comme les autres. Je ne suis ni chaud ni froid. Eux, quand c'est chaud, ils sont chauds. Quand c'est froid, ils sont froids. Alors, je disais que les pasteurs qui cherchent un endroit pour prier, ou peut-être vous voulez louer, vous avez peut-être, vous pouvez avoir une chance, vous allez là-bas, on vous dit non, occupez seulement ça. Allez-y là-bas, allez-y à Mahomet, parlez avec eux. L'adresse est là, 352 CR, 2709 Mahomet, Illinois, 61 853. C'est un bâtiment qui pourra peut-être rester vide comme ça. Alors autant, au lieu que vous puissiez louer dans des endroits où on vous dit ne priez pas la journée parce que vous allez faire des bruits, ou vous vous retrouvez dans des endroits qui vous coincent, allez-y à Mahomet, c'est seulement 15 minutes. Et peut-être qu'ils peuvent accepter de vous faire louer parce que pas selon, je suivais les informations tout à l'heure, c'est pas qu'ils sont en train de faire louer, ils ont dit qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire avec le bâtiment là, il faudrait que leur supérieur puisse décider. Et à ceux qui ont la chance d'avoir 10 familles, 15 familles, 20 familles, enseignons à nos enfants d'aller à l'église, parce qu'un jour, les églises congolaises aussi risqueraient de se retrouver dans les cas ici, où il n'y a que quelques familles qui vont là-bas. Voilà. Nous sommes aujourd'hui les lundis. Le vendredi, c'était le 26. Vendredi, le jour après Noël. Il y a je vous avais dit qu'il y avait des lois sur le détenteur de Green Card qui devaient être en vigueur ou qui devaient entrer en vigueur. Il y a déjà la loi sur le voyage. Les gens qui sortent ou qui entrent aux États-Unis.
Donc, à partir du 26, à partir de vendredi, cette loi est appliquée maintenant. Vous voulez sortir des États-Unis, ils vont vous prendre les empreintes digitales et puis ils vont vous prendre l'iris. L'iris, c'est dans l'œil là, vous allez regarder, ils prennent l'iris. Quand vous regagnez les États-Unis, ils font la même. Ça s'applique pour les détenteurs de green card et les gens qui ne sont pas citoyens américains. Les citoyens américains d'origine ou de nationalité, vous n'avez pas de problème. Mais en dehors des citoyens américains, tous ces gens qui restent là, vous sortez le pays ou bien vous rentrez, on vous fait passer par ça. Ils disent ceci, ils le font pour comparer votre ancien dossier au nouveau et comparer vos empreintes au nouveau, si c'est vous ou bien vous vous êtes fait substituer par quelqu'un d'autre. Donc, à chaque entrée et retour. Et aussi, ils ont dit, il y a de ces gens qui pourraient rentrer, mais à qui on demandera encore que l'on puisse aller en profondeur en fouillant leur dossier ou en faisant d'autres fouilles supplémentaires. Ils n'ont pas dit c'est quel genre de personnes qui peuvent être soumis à encore d'autres fouilles, mais ils ont simplement dit qu'il y a des catégories de gens en dehors de l'iris, en dehors de fingerprint et prendre la photo. Ils vont maintenant fouiller davantage certaines personnes sans dévoiler c'est qui ou c'est quoi. Donc c'est pourquoi simplement je vous demande, vous qui voulez voyager au Congo ou vous voulez partir en Europe, ainsi de suite, vous avez encore la green card et voyager si vous voulez. Vous voyez vraiment qu'il y a vraiment une raison pour que vous puissiez voyager. Mais sinon, vous pouvez arriver à l'aéroport. Je ne dis pas que ça arriverait. Vous pouvez arriver comme ça au retour. On vous détient là-bas. On commence à vous poser beaucoup de questions, peut-être jusqu'à vous refouler. Parce que vous n'avez que la green card. Ils peuvent vous faire rentrer à tout moment. Voilà, donc c'est juste pour nous dire que cette mesure d'empreinte digitale, d'iris et puis de photos est mise en application à partir de ce 26 qui était le vendredi passé. Et quand vous partez, ne soyez pas étonnés qu'on vous demande de prendre la photo, de mettre les empreintes, qu'on vous regarde dans les yeux, ainsi de suite. Voilà. Parlons maintenant de la République démocratique du Congo. Dernièrement, non, il y a 2 jours, les Royaumes-Unis a parlé, a publié. Ils ont dit qu'ils ont restreint les visas pour le Congolais, de la RDC, je parle de la République démocratique du Congo. Et la raison, c'est qu'ils avaient demandé au gouvernement congolais de se conformer par rapport à l'acceptance de ces gens qui sont à UK, qui sont des Congolais, qui n'ont pas de papier, qui sont dans des situations irrégulières, ou encore les gens qui ont commis des crimes. Alors le UK a demandé, l'Angleterre, comme on dit, a demandé la coopération du gouvernement congolais pour accepter les ressortissants de son pays, qui est la RDC, qui se retrouveraient en Grande-Bretagne sans papier et qui ont commis des crimes, que l'on puisse les retourner au Congo. Il semblerait que le gouvernement congolais n'a pas été coopératif. Mais les Angolais et puis les Namibiens, eux, ont accepté d'accueillir leurs ressortissants. Alors, le gouvernement britannique a pris la décision maintenant de ne pas donner le visa aux Congolais. Ce qui fait que nous avons maintenant un autre pays de moins. Bon, un pays de moins parce que les États-Unis, ce n'est pas la RDC. Donc, il y a un pays de moins où les Congolais, pour le moment, ne peuvent pas avoir le visa simplement parce que le gouvernement congolais a refusé de collaborer avec le gouvernement britannique pour accueillir le citoyen congolais qui n'ont pas de papier, qui sont en Grande-Bretagne, et aussi ceux qui ont commis des crimes. Aucun membre de la diplomatie congolaise n'a fait de commentaires, ni congolaise, ni angolaise, ni namibienne. Personne n'a parlé. Alors, on ne sait pas la réponse que le gouvernement congolais est en train de réserver,
mais selon certaines sources, je ne dis pas la source officielle, je dis selon certaines sources, excusez-moi, la RDC n'a pas accepté ou n'a pas collaboré parce que, entre guillemets, il semblerait qu'il y a des gens qui ont des passeports congolais mais qui ne sont pas congolais. Il semblerait, je dis bien, qu'il y a des gens qui ont le passeport congolais mais qui ne sont pas congolais, qui sont en Grande-Bretagne. Et on va faire revenir au Congo les gens qui ne sont pas congolais. Il semblerait, selon d'autres sources, nous attendons que notre ministre des Affaires étrangères réagisse, bien que, et aussi on dit, même la ministre aussi, si elle veut aller, il n'y aura plus de traitement de dossier d'urgence, donc son dossier, parce que ça c'est le corps diplomatique, ça va suivre maintenant le processus normal parce qu'ils n'ont pas été coopératifs. Est-ce que le gouvernement congolais a une chose qu'ils ne veulent pas dire à la population, ou bien il y a des choses qu'à leur niveau simplement ils traitent. Mais du moins, comme le gouvernement n'a pas accepté, il doit avoir une raison, parce que c'est quand même pas raisonnable que vos compatriotes sont dans un pays d'autrui, dans une situation irrégulière. On vous demande de les accepter chez vous, vous refusez. On demande de vous accepter. C'est comme si moi j'avais un enfant qui est parti en voyage et que on dit que non, mon enfant doit rentrer chez moi, et j'ai dit non, mon enfant ne rentre pas, qu'il reste toujours là-bas. Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas collaboré avec le gouvernement britannique? Pourquoi le gouvernement congolais, les gens disent dans les coulisses qu'il y a des gens qui ont des passeports congolais qui ne sont pas congolais? Et s'ils ont des passeports congolais, ils ne sont pas congolais, comment ils ont obtenu ça? Est-ce qu'il faut blâmer les gens qui ont des passeports, ou il faut blâmer les gens qui en délivrent? Donc c'est ça la situation actuelle. Donc pour le moment, vivons seulement de notre patience. Vous qui êtes au Congo et vous qui êtes peut-être ailleurs et vous êtes encore congolais, le gouvernement britannique ne vous donne pas le visa pour le moment. Et si vous aviez le programme d'y aller, changer de pays, aller ailleurs. Voilà. Terminons maintenant par ces derniers dossiers de Minnesota-Minneapolis. Vous savez, ces derniers temps, dans la bouche des Américains, il y a Somaliens. Avant, il y avait Haïtiens et Haïtiens. Haïtien. Maintenant, dans la bouche des Américains, il y a Somaliens. Je vous avais expliqué que c'était par rapport aux fraudes. Il y avait 8 personnes qu'on suivait. Maintenant, là, ça devient très, très compliqué. Aujourd'hui, d'ailleurs, Christie, la secrétaire de la Sécurité nationale, elle a envoyé les agents de sécurité nationale pour faire de porte-à-porte au niveau de Minnesota, au niveau de Minnesota, Minneapolis, nous sommes dans la capitale, Minneapolis. Ils ont fait de porte-à-porte aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe réellement à Minneapolis? Pourquoi on est en train de suivre le Somalien? Je vous avais parlé de comment cette histoire avait commencé. Ils avaient remarqué qu'il y avait beaucoup d'argent qui était envoyé. Ils vivaient dans des voitures et ils roulaient dans des voitures de luxe, des nouvelles voitures. Ils avaient des très belles maisons et ils changeaient de voiture à tout moment. Les gens ont commencé à les observer. Je vous avais dit qu'aux États-Unis, le voisin là, l'Américain, il aime tellement son pays qu'il observe tout ce que tu fais. Ne pense pas que l'Américain, il va t'aimer toi plus que son pays, non? Et la situation qui arrive actuellement, ce n'est pas que c'est le gouvernement américain qui est parti déclencher ça, non. Parce que les Somaliens déjà ont parlé de leur fraude. Et le président Donald Trump s'attaquait à Omar pour dire que Omar, elle est venue ici par tricherie, les Somaliens sont des tricheurs, ils ont beaucoup fraudé, ils envoient beaucoup d'argent à l'Amérique, on fait fuir des capitaux. Ça a réveillé les gens. Alors, il y a un monsieur là, quelqu'un qui fait des vidéos. Il fait des vidéos sur YouTube, il fait des vidéos sur son compte Instagram.
Il s'appelle Nick Shirley. Nick Shirley, excusez-moi. Nick Shirley, c'est un jeune, il n'a que 23 ans. Il y a 2 jours, il a fait une vidéo d'enquête, parce qu'en fait, lui, souvent, ses vidéos, c'est sur les enquêtes de fraude, la politique, tout ça. Il a même été une fois avec le président Donald Trump, il lui a dit des choses en face. Bien qu'on dit qu'il est protégé par Elon Musk. Alors, il part, comme il est à Minneapolis, il a dit qu'il avait remarqué, quand on a commencé à parler de la fraude des Somaliens, à côté de son bureau, il y a un daycare. Et puis, il y a une compagnie de transport de malades non urgents. Il n'a jamais vu les enfants entrer là-bas et sortir du daycare. Alors, avant-hier, il a eu la curiosité. Il a pris son téléphone avec quelqu'un qu'il appelait, je crois, Daniel. Je pense Daniel, je crois. Il a plutôt sa caméra. Il est parti maintenant, il a commencé maintenant à visiter ces daycares. Il vient ici. Daycare. Il y a combien d'enfants ici? Où sont les enfants? Il n'y a pas d'enfants. Il a visité beaucoup de daycares. Et en un seul jour, il a dit qu'il a découvert, ces jours-là simplement, 110 millions de fraude. Non, l'argent, en termes d'argent, en fraude. Et il a lancé sa vidéo de 42 minutes sur YouTube. Cette vidéo, dans 2 jours, ça a fait 90 millions de vues. 90 millions de vues. Les gens ont partagé ça. Et maintenant, ils ont dit, donc, les Somaliens avaient une fraude organisée qui a commencé depuis très longtemps. Ils ont créé des faux dispensaires. Bon, je dis bien, c'est qu'il s'était dit dans l'information. Ils ont créé des faux dispensaires. Ils ont créé des faux daycare, garderies. Ils ont créé des fausses compagnies de transport de malades non urgents. Et ils font comme s'ils avaient ces business-là. Mais en fait, ces business n'existent que de nom. Ils ont des subventions de l'État. Parce qu'on a dit même dans le Medicare, on a remarqué beaucoup de fraude dans le Medicare. Et ces vols organisés, ça a conduit maintenant les journalistes à publier cette vidéo. Alors, le journaliste publie la vidéo, c'est là maintenant que ça a attiré l'attention de beaucoup de gens. En attirant l'attention de beaucoup de gens, le gouvernement fédéral s'est saisi de l'affaire. Ils ont maintenant envoyé les agents ici venir faire le porte-à-porte. Mais maintenant, le porte-à-porte qu'ils ont fait, ils ont trouvé qu'à Minnesota, il y a 1000 fausses compagnies, 1000 fausses entreprises qui sont dans la fraude. 1000 entreprises sont dans la fraude. Et sur les 1000 entreprises dans des fraudes, 800 entreprises appartiennent aux Somaliens. Donc, vous voyez, 1000 entreprises qui fraudent, mais 800, ce sont les Somaliens. Les 200, ils n'ont pas donné de nationalité. Alors, ça a révolté maintenant beaucoup d'Américains. Ils sont vraiment révoltés pour le moment. Parce que maintenant, l'idée qui passe, ou ce qui s'est dit maintenant, c'est quoi? Cet argent-là que l'on est en train de voler, cet argent-là qu'on est en train de faire sortir du pays, cet argent-là, ils ont estimé que dans le peu de temps ici qu'ils ont sorti, donc ils ont entre 2018 jusqu'à maintenant, dans les Medicare, ils ont détourné au moins 118 millions de dollars. 118 millions de dollars dans les daycare. L'enquête qu'ils ont commencé, et plutôt dans le Medicare, excusez-moi. L'enquête qu'ils ont entreprise maintenant, à partir de la vidéo qui était sortie, jusque-là, parce que la vidéo est sortie il y a 48 heures, ils ont retrouvé qu'il y avait au moins 9 milliards, je dis bien 9 milliards de dollars de fraude que le Somalien
ont utilisé 9 milliards de dollars. Et ils disent même comment ces gens peuvent voler jusqu'à presque le PIB de leur pays. Parce que le PIB, le produit intérieur brut, le PIB de la Somalie, c'est 12 milliards de dollars. Et eux, selon leur enquête, c'est 9 milliards de dollars qui sont partis jusque-là. Alors ils disent qu'ils sont en train de financer, parce que cet argent, selon les enquêteurs, qui sont en train de financer des groupes qui font des terroristes, et des groupes terroristes qui s'appellent des Shebab, qui sont en Somalie. Alors, pour le moment, ils visent les daycare parce que il semblerait, selon les journalistes là, qui est Nick, qui a publié ça, qui a réveillé d'ailleurs, il dit qu'ils vont écrire daycare, ils ont des subventions de l'État, mais il n'y a aucun enfant là-bas dedans. Bon, ils ont des subventions, ils fabriquent, je ne sais pas comment ils fabriquent les enfants, et on les envoie comme ça l'argent, eux ils bouffent. Alors, c'est quand on a fait la sommation de cet argent qui volait depuis qu'on faisait des sommations qu'on a vu ça. Mais maintenant, on dit que même les autres autorités sont inclus. Parce qu'il y a beaucoup de républicains maintenant qui demandent que le gouverneur de Minnesota, qui s'appelle Tim Walz, puisse démissionner. Parce qu'ils disent que c'est quelque chose que lui connaissait, mais il ne dénonçait pas. Entre-temps, les FBI a dit qu'ils étaient au courant de cette situation depuis longtemps. Ils étaient en train de chercher à savoir quelle est la racine, quelle est la source, où est-ce que la fraude commence. Alors, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas lâcher, surtout les agents fédéraux plutôt qu'on a lancé à Minnesota aujourd'hui pour faire le porte-à-porte. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas lâcher jusqu'à ce qu'ils verront la source. Ils disent qu'il y a les gens qui créent des compagnies qui n'existent pas, qui n'existent que des noms, mais qui vont solliciter des dettes et de l'argent de l'État, qui vont demander à l'État l'argent, et on leur donne. Parlons de ça. Il y a aussi cette histoire-là des PPP. Les PPP, là, qu'on a donné au small business, il semblerait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont bouffé cet argent-là, qui n'ont jamais eu de business et qu'on a fait ce qu'on appelle le loan forgiveness. On a dit ceci. Excusez-moi. Excusez. Cette chaîne de fraude, ils vont suivre. Même ceux qui ont pris les PPP, ne soyez pas étonnés de voir que la liste devient prolongée. Les Medicare, Medicaid, ils ont dit qu'ils vont encore y passer. Parce que pour le moment, c'est Minnesota. D'ailleurs, il y a les gens maintenant qui ont écrit. Il y a un groupe là qui s'appelle Trump for... Trump for President. Yes. Trump for President. C'est un groupe Facebook où on publie beaucoup de nouvelles. Il y a les gens qui ont publié là-bas, disant aussi que les Somaliens de Maine et d'autres nationalités de Maine font la même pratique. Pour le moment, ils partent maintenant dans l'Internet pour supprimer leur site web fictif qu'ils avaient déjà créé. Et ils disent, ne vous en faites pas, même si vous supprimez vos sites web, nous vous avons déjà. Et ils sont en train d'appeler maintenant qu'on puisse faire l'investigation aussi à Maine. En dehors de Maine, Massachusetts, aussi, on est en train de demander qu'ils aillent faire des vérifications, et Californie. Pour le moment, dans les viseurs, à part Minneapolis, il y a Californie, il y a Massachusetts, et puis il y a Maine. Maine, je crois que ça sera d'ailleurs très bientôt parce qu'ils ont publié là-bas. Donc, cet argent ici qu'on parle de 9 milliards de dollars, cet argent ici qu'on parle de millions de dollars, ce n'est pas, ou de milliards de dollars, c'est pas que c'est en un jour. Donc, ils font les calculs. Quel est le premier jour qu'on a commencé à donner des subventions à cette personne?
c'est 2010 par exemple. Ok, de 2010, chaque mois, il avait combien? Chaque mois, il avait par exemple 6 000 $. Ils font les 6 000 $ fois autant. Parce que aussi dans les logements, il y a des logements aussi que l'État de Minnesota soutenait les gens dans les logements. Donc les fraudes, c'était plus dans les logements, les daycare, les transports, des médicales. Parce que Nick a dit, en dehors du fait que cette daycare qui est à côté de son bureau, il n'a jamais vu les enfants entrer ni sortir, il voit aussi les véhicules de transport de malades non urgents qui est là-bas aussi, mais il n'a jamais vu un passager dedans. Il voit que le chauffeur. Alors c'est ce qu'il a triqué et qui a fait l'étincelle dans son cerveau. Comment est-ce que ce véhicule circule, il n'y a jamais eu des malades dedans, mais ils prétendent être une compagnie, une société de transport non des gens qui sont malades mais qui ne sont pas dans l'urgence, des transports là qui amènent les gens à l'hôpital. Et puis le daycare ici qui reçoit aussi des subventions de l'État, mais il n'y a jamais eu d'élèves. Maintenant ils sont partis, ils ont commencé à filmer, il a filmé beaucoup, mais malheureusement il a trouvé que c'était des fraudes. Alors il a dit il faut qu'il alerte. Et quand il a alerté, ça a fait l'étincelle aux États-Unis. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Lisez les commentaires, lisez l'information. Je conseille aux gens aussi de plus lire les commentaires. Maintenant, il demande quoi? Il demande que le gouverneur d'ailleurs, le gouverneur de Minnesota, soit destitué, ou alors qu'il démissionne. Aussi, il demande à ce que la Cour accepte que tout celui qui est impliqué d'une façon ou d'une autre dans cette fraude, même s'il a déjà la nationalité, qu'on puisse le dénaturaliser. Donc, ils sont en train maintenant d'appeler à la dénaturalisation. Parce que ce qui s'est dit, même les autres articles qu'on est en train de publier, c'est quoi? On fait voir aux Américains que vous avez 2 enfants à la maison. Vous travaillez 40 heures par jour. 2 fois, vous travaillez jusqu'à 100 heures par semaine. Parce que vous devez prendre soin de votre famille. Et plus vous travaillez, plus on vous prend beaucoup d'argent. Et ils disent, votre argent là que vous souffrez, vous travaillez debout toute la nuit, il y a quelqu'un là qui se met au coin, qui bouffe ton argent là, qui vole ton argent et qui envoie dans son pays. Et il vit bien dans les luxes. Les Américains sont très fâchés pour cette histoire ici. Et ils disent qu'il faudrait maintenant suivre tous ceux qui sont dans des fraudes. Je viens ici dire, la communauté somalienne aujourd'hui est identifiée maintenant comme une communauté qui fraude. Excusez-moi de dire comme ça parce que c'est ce qui est dans la tête des gens maintenant. Au fait, oui, c'est vrai parce qu'ils ont trouvé aussi des fraudeurs. Ils vont entrer dans les trucs de small business. Ils vont entrer dans les trucs des affaires parce qu'il y en a qui créent des affaires, qui font des transports, de ceci, ainsi de suite. Je ne voudrais pas que demain on dise qu'il y a une communauté aussi congolaise qui est dans ces histoires ici. Les Somaliens de Minnesota aujourd'hui vivent dans la peur, ils vivent dans la crainte. Il y a même des gens qui vendent des habits africains, des Somaliens qui disent que depuis que cette histoire ici a commencé, ils ne savent même plus encore vendre. Et même les gens qui sont nés ici aux États-Unis, mais qui sont venus des parents somaliens, ils ont peur, ils disent qu'ils ont peur, ils ne savent pas. La morphologie somalienne, là, et maintenant, là, on est en train de faire des comédies sur eux. La morphologie, quand ils te voient avec cette morphologie, ils viennent t'interpeller pour te demander les documents, et ainsi de suite. Pourtant, là, les Somaliens sont restés à Minnesota pendant très longtemps. Ils ont fait beaucoup de choses à Minnesota, les Somaliens. Beaucoup de choses. Ils sont dans beaucoup de choses. Ils ont construit des daycare, bien qu'ils sont dans les trucs. Ils ont construit des écoles, et ainsi de suite. C'était une communauté forte. Bah, aujourd'hui, ils sont dans ce qu'on dit de fraude, tout ça. Ce n'est pas toute la communauté. C'est quelques personnes. Et même quand on dit qu'ils ont des daycare, on a retrouvé 800 daycare, plutôt 800 entreprises fictives qui appartenaient aux Somaliens et 200 n'appartenaient pas aux Somaliens. Maintenant, moi, je me dis,
Aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de vouloir les chasser. Parce que c'est ça, ils disent qu'ils doivent les chasser. Et tout celui qui a été dans ça. Mais maintenant, ça sera qu'on va suivre même celui qui un jour a fait une erreur de déclaration, peut-être de Medicare, Medicaid. On risquerait de les suivre simplement parce qu'il est somalien. Et lui n'a pas fait ça. Ce sont les autres qui ont fait. Ce sont les autres qui ont bouffé de millions. Mais maintenant, on ne voit pas les 2, 3, 5, 10 personnes qui ont fait ça. On voit maintenant toute une communauté. C'est pourquoi ici, je viens vous dire. L'administration Trump, ici, ils sont en train de changer beaucoup de lois qui ne vont pas se terminer demain. Ne pensez pas que demain, s'il y a un républicain qui passait, il va revenir ici, il enlève toutes ces lois. Non, il faudrait que le Sénat accepte, il faudrait que ça passe par la Chambre basse, ça monte au Sénat. Et qui dit que les sénateurs vont accepter de changer ces lois? Parce que déjà, ces lois ici, beaucoup d'Américains sont contents parce que c'est à leur avantage. Et puis ils disent que les gens qui viennent dans nos pays ici, nous ne pouvons pas, nous vous accueillons et puis vous nous volez. Et surtout les trucs ici, qu'un Américain sache qu'il est parti travailler toute la nuit pour que quelqu'un le vole. Ça les énerve à mort. Donc je voudrais nous dire ici, les États qui sont dans les viseurs maintenant, le premier État c'est Maine. Maine, si vous êtes là, vous êtes un compatriote. L'autre fois, on me parlait du pasteur là qu'on avait arrêté dans sa voiture, ainsi de suite. On est en train de suivre les gens compliqués. Si vous êtes là, vivez normalement. Vous êtes dans un pays qui vous a accepté comme réfugié. Vous voyez que j'ai même dit que le Congo a accepté, a refusé de prendre ses propres citoyens, si ce sont vraiment citoyens. Mais un pays là qui vous accepte, mais vivez, acceptez de vivre même si vous n'avez rien dans la banque. Mais dis-moi, vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Vous ne vivez pas pour impressionner les autres. On ne vit pas pour impressionner les autres, on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi-même. On vit pour soi-même. Ce que toi, tu penses que peut-être que c'est ce qui est. Hein? Papa Olivier Mbouy, comme une sentinelle, vous jouez très bien votre rôle. C'est à nous de... Merci beaucoup, Papa Olivier, que Dieu vous bénisse. Donc, je disais, il ne faudrait pas que demain, on nous dise que non, notre communauté, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a une vidéo là que j'avais faite dernièrement, parce qu'on nous avait appelé à un endroit, on nous a dit, votre communauté, 1, 2, 3. Je n'avais pas posté cette vidéo-là sur Facebook. Je n'avais même pas parlé de ça sur Facebook. Mais les gens m'ont fait rentrer ça. Je n'ai pas de TikTok. Une de mes belles sœurs m'a envoyé ça. Oh, Papa John, tu es maintenant sur TikTok. J'ai dit non, moi, je n'ai jamais été sur TikTok. Une vidéo que j'ai envoyée ici localement parce que nous avons un groupe WhatsApp de la communauté. J'ai envoyé aussi dans un autre groupe. Mais ça s'est retrouvé là-bas. Parce que ce qu'on nous avait dit, ça ne nous a pas enchanté. Et puis quand on nous a dit, nous avons eu honte. Il fallait quand même que nous puissions nous conseiller comme ça en famille. Bon, c'est vrai que c'est sorti, c'est parti ailleurs. Mais du moins, moi, je voudrais simplement nous dire que si vous vous retrouvez que vous avez des fraudes, vous faites des fraudes, quel que soit le motif, et plutôt pas les motifs, quelle que soit la petitesse de ce que vous pensez faire, que c'est non, c'est petit, arrêtez. Même les histoires là que vous volez au boulot. Le boulot d'abord là-bas, il vous donne même les overtime. Vous allez au boulot, vous volez. On va dire quoi? Il y a un Congolais qui a volé, 2 Congolais, ça veut dire 2 Congolais, on va dire, les Congolais, ce sont des voleurs. Ça ne demandera pas qu'il y ait 10, ça ne demandera pas qu'il y ait 15. Si on vous reporte, même comportement, 2 gens qui viennent de la même patrie, vous venez de la même patrie, on va dire non, ça, ce sont les gens qui sont comme ça. Donc, je viens nous dire ici, là, ils sont en train de track les Somaliens parce qu'ils ont remarqué qu'ils ont envoyé beaucoup d'argent. Ils vivaient dans les luxes, ils changeaient de trucs, tout ça. Je sais aussi que nous aussi, nous aimons bien nous habiller, nous aimons nous parfumer. Nous partons 2 fois dans nos places de travail. Nous nous habillons plus que même nos managers. C'est très très bien. Mais je vous dis, l'autre fois je l'ai dit, tu vois ton voisin là, il est de ce pays, il t'observe tout le mouvement, il connaît même les gens qui viennent chez vous. Je vous avais dit, en face de chez moi j'ai un voisin, il est ici en face de chez moi depuis 1976 qu'il habite ici. Et un jour il me racontait des choses, il me disait même,
Mon voisin d'à côté ici, combien de gens viennent le visiter? Il me dit même, je ne sais pas combien de gens habitent dans sa maison. Il y a tel, il y a des différentes personnes qui sortent là-bas. Moi-même, je ne m'étais jamais même rendu compte. Pourtant, lui est en face. Moi, c'est mon voisin d'à côté. Il m'expliquait beaucoup de choses. Et il m'a dit qu'il a commencé à m'expliquer telle maison avec telle maison avec telle maison là. Il y a les gens qui viennent à telle heure, ils ressortent à telle heure, ils viennent. C'est pour vous dire, l'Américain, il est éduqué de manière à protéger le pays. Il aime tellement son pays, il a beaucoup combattu pour construire ce pays et il est prêt à tout pour le faire. D'ailleurs, c'est pourquoi on a même demandé aux gens de commencer à dénoncer les gens qu'ils suspectent d'être dans des fraudes. Congolais, communauté congolaise, très chers compatriotes, si vous êtes dans des fraudes, d'ailleurs c'est contre la loi, arrêtez toutes sortes de fraudes. Arrêtez. Arrêtez. Et puis les gens qui ne peuvent pas, si vous pensez que vous pouvez aller au travail, partez travailler. Ne faites pas la stratégie de non, je me mets à la maison pour que mon chèque soit peu et que j'aille appliquer, parce que si j'applique avec mon chèque de 40 heures, on ne va pas me payer. Il faudrait d'abord que je fasse même 3 mois à la maison pour qu'on commence à me donner. Bon, je ne sais pas combien d'argent on donne. Mais sache que tu sais, maintenant je vous avais dit, on commence à demander que ça puisse être justifié, même quand tu vas chercher la nationalité, ou la loi là qu'ils sont en train de faire passer. L'autre fois, je vous ai parlé des 10 lois, qu'ils veulent que ça soit mis en application, à moins que le sénateur s'impose. Mais à la ligne où vont les choses, ça va passer. Ceux qui veulent changer là par rapport aux gens qui ont la green card, je vous avais dit l'autre fois 10, j'avais beaucoup parlé ce jour-là. Alors, ce que vous faites aujourd'hui, $2, $300, tout ça, vous restez à la maison, ainsi de suite. Les autres vont travailler. L'argent là qu'on vous donne, quand vous ne voulez pas travailler, vous faites des stratégies. Et puis vous restez à la maison, vous envoyez aussi vos enfants encore au daycare. Bon, vous restez à la maison maintenant, pourquoi? Et puis vous faites ça pour que les chèques ne soient pas... Et vous dites, non, je cherche toujours les boulots, je ne l'ai pas. Entre-temps, vous appliquez, et puis, il semblerait, je ne sais pas confirmer, je vais parler en lingala, que zana batu bakosaka ke bazana mobali na mibali na bango ndako moko te kapo bazwa ba bénéfice. Est-ce que vraiment quand vous mentez là, c'est une façon de frauder. Est-ce que vous êtes seulement votre conscience est tranquille? Et bien mobali aussi na boya na papier, na ba administration nyonso ba yebi ke na zana nga célibataire. Bo wala nyonso po ani po na ozwa bah, $5, $2. Demain, on va t'arrêter là-bas, on va découvrir que non, c'est faux. Ils vont te découvrir, s'ils découvrent 5-6 personnes qui sont dans la même situation et ils viennent de même coin, ça sera que ces coins-là, ils ont des gens qui sont des menteurs. Et ça sera maintenant une enquête qu'on va ouvrir simplement parce que au Congo, même là où on ne savait même pas qu'est-ce qu'on pouvait manger, on priait pour avoir ne serait-ce qu'un $100. Et quand on a les $100, on devait regarder ça comme ça, tourner. On cachait les $100, on faisait même un effort pour que... Excusez. Les $100, que ça ne puisse même pas se plier. Je n'ai pas encore vu quelqu'un au Congo faire les $100 comme ça. Il faut les faire comme ça. Et puis beaucoup de... Mon papa là, il mettait dans la Bible. Et ça la caca. Mais ici, tu es dans un pays où on te donne l'argent là. Tu ne regardes même plus encore en haut là-bas. Tu ne sais même pas combien de sens tu as dans ta voiture. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement respecter la loi? Je ne dis pas que notre communauté, nous sommes dans ça. Je le dis simplement que ce qui est chez les voisins là, des fois, ça nous sert de leçon pour que ceux qui pouvaient peut-être un jour essayer ou qui se retrouvent dans ça, qu'ils puissent écouter. Et qu'ils puissent arrêter, même si aujourd'hui les gens arrêtez, mais ça avait peut-être déjà commencé. Et les gens qui font des fausses déclarations de taxes ici, je vous avais dit et je le répète encore, arrêtez de faire de fausses déclarations de taxes. Si vous vous retrouvez parmi ces gens-là, c'est une infraction. C'est une infraction. Parce que, je vous avais dit, l'autre fois on a même parlé avec quelqu'un qui est expert dans la matière de finances, il vous avait dit, à un certain montant, quand ça entre dans la banque, ça fait des flags, les red flags. Et on va regarder cet argent vient d'où? Ça vient de tel. Qu'est-ce que cette personne fait pour avoir cet argent d'héritage? Donc, je vais conclure cette histoire ici des Somaliens en disant ceci.
La green card n'est pas une garantie. La nationalité non plus. C'est juste un moyen que nous sommes venus rester dans ces pays. D'ailleurs, on est en train de changer, on a changé beaucoup de lois pour les gens qui ont la green card. Ils sont en train de rendre très difficile les tests de nationalité. C'est pour condamner les gens à rester avec la green card qu'ils sont en train aussi, ils ont d'ailleurs changé beaucoup de lois. C'est pour dire quoi? C'est comme si tu étais sur un banc. Tu étais là, les gens sont en train de venir se mettre, toi tu fais que pousser. Ce sont les lois qu'on ajoute, hein? Pousser, pousser, pousser. Et pour se retrouver, tu vas te retrouver, tu tombes. Tu n'auras plus de place sur les bancs parce que les gens vont déjà être là. Je le disais il y a 4 ans. Je le dis encore. Si vous pensez que vous allez changer la nationalité, que vous avez rempli toutes les conditions, je vous demande de le faire. Parce que du moins, la nationalité va vous protéger. La nationalité va vous protéger. La green card, non. Non, je suis aux États-Unis, dans le bac anglais, dans le et tout ça. Et puis surtout nos enfants aussi. Conseillons nos enfants. C'est vrai que c'est difficile que les enfants nous écoutent. J'ai parlé l'autre fois des conflits d'éducation. Mais je vous prie, parents, conseillons nos enfants. Peut-être que ce n'est pas par vous qu'on dira que les Congolais sont comme ça. Ça pourrait être par votre enfant. Et quand on parle de votre enfant, on voit vous comme éducateur, vous comme parent, vous comme celui celui qui a servi d'exemple à cet enfant-là. Je vous prie, parents, je vous prie, compatriotes, faisons tout pour que nous soyons une communauté exemplaire. S'il vous plaît. Aujourd'hui, les Somaliens à Minnesota, si vous avez des amis là-bas, parlez avec eux, ils vous diront. Ils sont mal à l'aise. Aujourd'hui, les nouvelles des États-Unis, même ceux qui ne connaissaient pas les Somaliens, maintenant, ils le connaissent. Ils parlent de tout et de rien. Alors, ne faites pas aussi par vous que le Congo puisse être considéré comme elle est. Il y a des vidéos, plutôt être considéré comme un pays non grata ou des gens non grata. Il y a des vidéos de saleté du Congo qu'on a publiées il y a 2 jours ici par Kelboul. Je n'ai pas voulu... Il y a de ces vidéos parce que la page Facebook ici, il y a beaucoup de nationalités qui nous suivent. Et il y a des choses qui se passent au pays. Nous disons, si nous publions ça, c'est pour exposer notre nudité. Alors, celui qui peut cacher la nudité, ce n'est que celui qui connaît le respect. Parce qu'il y en a qui peuvent venir comme ça, ils s'en foutent, ils exposent la nudité. Il y a de ces choses qui peuvent peut-être se passer dans le Katiaba congolais. Faites un effort pour être celui qui n'expose pas la nudité. Si vous êtes dans l'illégalité, allez à la justice arrangée. Si vous êtes dans la fraude, arrêtez la fraude. Si vous êtes dans les mensonges, arrêtez les mensonges. Mais s'il y a des choses que entre vous, Congolais, vous pouvez fixer, pas des histoires qui sont dans la loi, il faut la respecter. Mais s'il y a des choses entre vous, je donne juste un bête exemple. Vous avez un conflit avec un frère et une soeur qui n'a pas payé votre dette. Vous allez vite à la justice. Vous accusez la personne qui ne vous doit pas, parce qu'ici on n'arrête même pas quelqu'un pour ne pas avoir, parce qu'il n'a pas payé la dette, on va vous demander de commencer à faire le paiement plein. L'autre dit, voyant maintenant l'autre là, son avocat l'a écrit, lui parle maintenant à la police. La police lui dit, il faut aller voir un juge, il part là-bas. Il dit, omoni kutumbongo wana kutundenge zaboe. Toyaka awa akoti sakabiso na batu mususu neti ke no bobalana na oneti ke bozaka ba marié. Siko mbongo wana ndi azosenganga. Omoni siko ningwana, tu vas exposer la nudité de l'autre. Et puis d'abord ce que les gens font, c'est ce qu'on entend. Je ne sais pas si c'est les gens font ou pas. Si c'est vrai que les gens faisaient ça. C'est illégal, il faut éviter ça. Pourquoi vous devez faire ça d'abord?
C'est illégal, vous voyez que c'est illégal. Tout ce qui est illégal, arrêtez de le faire. Et puis surtout, so moni muninga azana mutakala, la dit c'est elamba. Et puis so moni muninga la dit elamba kolongola e bilamba te. N'expose pas la nudité de ton frère. Parce que yo kanisa ke ozo sala malamu, mais demain, à cause de vous deux là, c'est toute une communauté qui va être salie. Or, il y a des gens qui ont tellement de valeurs qu'ils retiennent. Parce que moi, j'ai dit, à part Dieu, bon, les parents, on les met d'abord là-bas. À part Dieu. Et veillez sur ses habits. Qu'est-ce qu'on peut encore protéger? Veillez sur ses habits quand tout le temps vos habits soient blancs. Il faut garder, parce que ça ne sera pas quand même bien qu'on écoute demain que non. Bakangim tout le monde boya baki quelque part. Baké tout nazana ni Congolais. Bakangim tout le monde boya babundaki. Bakangi bango babundaki. Parce que bamelaki babundi. Et puis l'histoire de cette dame, cette tapée là, c'est pas normal. Oh ba fingani na musala. Oh ba olo bisanate. Oh ba bundeli kingani. Ça nous honore pas. Et puis, demain, il y a les gens qui m'appellent. Oh, mais votre communauté là, John, il y a des gens là, il y a les gens d'autres nationalités là. Quand il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses que j'ai dit. C'est pas que moi je connais, on m'envoie. Quand il y a seulement quelque chose qui a un Congolais, quelqu'un m'envoie. Puis, pas un Congolais, une autre nationalité. Puis il dit, est-ce que tu ne peux pas conseiller vos gens? C'est comme ça qu'on me dit souvent. Papa, j'ai une question. Un couple qui a travaillé depuis 2 ans. Aujourd'hui, l'un d'eux venait de perdre son boulot. Et si l'application de la nationalité, le couple en question a 4 enfants. Et si il applique pour les food, ceci pourrait compliquer l'application ou pas? Non, papa, les food stamp d'abord. Les food stamp, si vous allez appliquer, vous êtes mariés. Et que vous faites vos taxes ensemble, vous et madame. Il n'y aura pas ce problème. Parce que moi, si je suis marié, je fais la taxe ensemble, moi et ma femme. Même si ma femme n'a pas travaillé. Mais on a les 1040. Ça va venir comme ça, les 1040. Je vais montrer que nous avons déclaré les taxes. J'ai la preuve de la déclaration des taxes de 2020, de 2022, de 2023. Là, si vous déclarez des taxes ensemble, je ne sais pas comment vous faites dans votre couple. Mais si vous déclarez, même si votre femme n'a pas eu de travail, mais vous déclarez des taxes jointes, les revenus, ça sera votre revenu à deux. Votre revenu, ça va couvrir comme si c'était à vous. Et quand l'AIRS va vous remettre les 1040 et les 1040, il n'y aura pas de problème. Deuxième chose, quand vous appliquez pour le food stamp, ce n'est pas qu'il ne faut pas appliquer, non, ce n'est pas un problème. Vous pouvez appliquer, mais c'est à eux de voir s'ils peuvent vous qualifier ou pas. Mais quand vous allez appliquer en tant que couple, vous dites que non, nous sommes mariés, nous avons 4 enfants, ils vont calculer parce qu'il y a des calculs là qu'ils font, que par exemple une famille de 6 personnes, pour être éligible, par exemple par mois, il faut avoir moins de 1000 $, c'est un exemple que je donne. Vos avoirs doivent être moins de 1000 $. Si eux vous approuvent et que vous avez appliqué en tant que marié, non, je ne pense pas qu'il y aura un problème. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui fraudent, qui mentent, qui donnent des mauvaises informations pour avoir ces bénéfices. Ce sont ces gens-là à qui je m'adressais. Ce sont ces gens-là qui auront de problème. Mais vous, si votre femme, vous avez travaillé pendant 4 ans, tout ça, pour le moment, elle perd le boulot. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont l'unemployment. Mais si vous prouvez aussi que vous aviez l'unemployment, oui, on va vous donner. Et puis si eux-mêmes, vous avez appliqué, ils ont regardé par rapport à vos avoirs, ils vous donnent. Papa Mbouyi, je crois que c'était Papa Mbouyi. Papa Mbouyi, non, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mon papa. Papa Olivier Mbouyi, il n'y a pas de problème. Et moi, je vous conseillerais, si vous ne le faites pas déjà, de toujours faire la taxe ensemble avec votre femme, votre mari. Ce qui fait que même si l'un de vous ne travaillez pas, vous pouvez faire une taxe jointe et puis vous faites entrer les données. Même si vous avez par exemple fait 40 000 $ par année, vous faites que c'est vous deux qui avez fait ça et vous avez une charge de 4 enfants. Ça pourra d'ailleurs encore vous donner un peu plus d'argent que de chercher celui-ci fait à gauche, celui-ci fait à droite. Je crois avoir répondu à votre question, papa, à moins que vous ayez une autre question. Donc, je disais que tout ce qui est des fraudes, s'il vous plaît, ne vous énervez pas parce que je vous dis ceci.
Parce que demain, quand on va vous mettre dans l'avion, vous allez dire que si j'avais même écouté, il fallait même accepter d'avoir les 1 dollar. Parce qu'on dit en français, en voulant trop gagner, on perd tout. En voulant trop gagner, on perd tout. Voilà. C'est autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions nous entretenir. À vous, pasteur Guy Kinanvidi, mon papa, pasteur Guy Kinanvidi, nous vous disons infiniment merci d'avoir été avec nous. Papa Gédéon Kapajika, c'est votre anniversaire. Mwambi Gédéon, bon anniversaire à vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il ajoute encore d'âge, qu'il ajoute la sagesse et qu'il vous élève encore dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous accompagne. Maman Aden Shimba, bonsoir, merci d'être connecté. Dites aussi bonsoir à Papa Didier. Pasteur, mon papa Billy Massanka. Papa Billy, c'était votre anniversaire. Je m'excuse, je me suis rendu compte en retard que c'était déjà les 25. Bon anniversaire, Papa Billy Massanka, Pasteur Billy, que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire à vous. Je suis en train de regarder les commentaires. Je regarde là-bas. Maman Esther Bakinabo. Bonsoir à vous, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Papa Alain Gitouka, vous nous suivez depuis quelque part à Normand. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Merci pour vos conseils, pour vos encouragements. Que Dieu continue à vous bénir. Papa Jacques Love NZD. Que Dieu vous bénisse. Mon papa, merci d'avoir été avec nous. Il y a quelqu'un que je vais aussi dédicacer. Je lui ai dit que je vais lui dire ça. Je ne sais pas pourquoi il y a les gens qui bloquent les bleus dans leur WhatsApp. On vous appelle, et puis on vous écrit, on ne sait pas voir si vous avez lu ou vous n'avez pas lu. Et puis vous avez mis un système que le lendemain, le message disparaît. Je ne sais pas pourquoi on fait cette technique. Pourquoi les gens d'abord font ça? Et puis ils voient le message, ils ne répondent pas. Il faut seulement répondre, hein? Changer, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne-Kanye.